vais te présenter brièvement. Tu es né au Rwanda, tu es installé en Belgique depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Infirmier et licencié en gestion hospitalière, tu travailles depuis plusieurs années maintenant au sein des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, notamment dans un service d'hématologie, mais tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et on te doit deux superbes livres, deux superbes romans, moi qui m'ont beaucoup touché à leur sortie et qui ont été d'ailleurs remarqués et salués. Le premier, La promesse faite à ma sœur, alors qui date déjà de quelques années, en 2007 je crois, hein, aux éditions Impression Nouvelle à Bruxelles. Et puis le second, quelques années plus tard, 6 ans plus tard, en 2013, le Muzungu, Mangeur d'hommes, aux éditions Aden, toujours à Bruxelles. Merci encore une fois à la Maison de la Francité pour cette belle initiative de parler de la littérature en buvant et en mangeant, ce qui ne gâche rien. Voilà. Et voilà. On tient à cette formule, hein, attention. J'ai déjà participé à quelques séances en tant que lecteur. Et donc ça m'a plu et c'est un honneur de pouvoir y participer en tant qu'invité. Et voilà, donc sinon à part ça, donc j'arrive en Belgique en 1986, ça commence à dater, et pour faire des études, continuer dans mon métier d'infirmier que j'exerçais au Rwanda déjà. Et en Belgique, j'ai commencé par faire des études de laborantin. La littérature dans tout ça. Oui, finalement, à quel moment est-ce qu'elle arrive à se frayer un chemin dans cette formation qui est sur, finalement, plusieurs années, plutôt scientifique, en tout cas médicale? Disons que depuis l'âge de la 3e primaire, c'était ma première leçon de français. J'ai tout de suite été happé par la musique de cette langue et je me souviens que à cette époque mes grands frères et sœurs qui étaient plus en avance, ceux qui avaient appris un peu plus, revenaient à la maison avec des récitations. C'était des petits bouquins qui venaient de Belgique, je pense, qu'on appelait Matin d'Afrique. Et c'était des récitations où ils s'amusaient à réciter à la maison et moi j'écoutais et je les imitais, je retenais tout par cœur sans savoir ce que ça signifiait. Et je partais dans mon beau petit frère qui nous est venu, tout rose et tout nu, dort dans sa corbeille. Je comprenais pas du tout ce que je racontais, donc et je trouvais que c'était beau. Et puis à l'école secondaire, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de français qui aussi m'a encouragé à lire. Et alors que malheureusement, je n'avais pas accès aux livres parce qu'en secondaire, dans mon village où j'étais, on n'avait pas de bibliothèque. Donc c'était vraiment la théorie du français, mais on n'avait pas de bouquins. Donc c'est dans les années 80, fin des années 70, quand je suis arrivé à Kigali, que j'ai pu avoir accès aux livres, notamment au Centre culturel français de Kigali, où j'ai beaucoup lu des Moran, etc. Et ma véritable lecture s'est passée en Belgique. Là où j'avais le choix, alors j'ai commencé à lire vraiment, mais toujours sans aucune idée par rapport à... Pour moi, les écrivains, c'était des gens que je voyais à la télé, qui fumaient des pipes, qui étaient dans un autre monde, qui étaient tout à fait décalés, qui répondaient des trucs qu'on comprenait pas. Pour moi, c'était ça, des écrivains, des gens particuliers, quoi. Et alors là... Ils t'ont attiré, mais vraiment, c'était ça, hein, ce qu'on voyait toujours dans des émissions. Il y avait de la fumée, c'était des gens qui parlaient. Voilà, pour moi, c'était des gens inaccessibles. Et je pensais même qu'on faisait des études pour être écrivain. Donc, c'est loin de moi d'imaginer écrire un livre un jour.
Et donc j'ai amené le manuscrit à Jean-Pierre Jacquemin, que Françoise là au bout connaît, et peut-être d'autres aussi, qui travaillait avec CEC. Et donc il m'a dit, écoute, j'ai besoin de 25 pages, pas plus. Il a pris les 25 pages, au bout de 2 jours, il m'a appelé. Et c'est ce qu'il m'a dit qui m'a fait entrer dans la littérature, en fait. Parce qu'il m'a dit, ce que tu as écrit là, c'est intéressant, mais il y a du travail. Bon, oui, mais c'est bon. En fait, j'aurais pu le prendre autrement, mais pour moi, c'était un encouragement, quoi, parce que je pensais qu'il allait me dire, écoute, va ranger cette affaire dans l'armoire. Mais le fait qu'il me dise que ça pouvait être intéressant, et d'accepter de me dire finalement comment est-ce que je pourrais éventuellement retravailler. Donc au départ j'avais des phrases de toute une page là, une phrase avec toute une page d'une seule phrase. Je sais que ça existe, on remet pas de ponctuation ni rien dans les voilà, je sais qu'il y a Mabankou qui a fait un livre, je sais pas si c'est Vers cassé, où il y a rien, où tu lis du début à la fin et finalement c'est pas plus mal que ça, mais moi ça n'avait pas de sens finalement, et donc voilà, il m'a aidé un tout petit peu à débroussailler le truc, et puis je suis parti. 3 mois plus tard je suis revenu, et puis etc. Et au bout d'1 an il m'a dit, écoute, je ne peux plus t'aider, et tu te débrouilles, si tu as envie tu le gardes, si tu as envie de le proposer aux éditeurs tu peux aussi, c'est le même prix. Il est rwandais, il vit à Bruxelles, il retourne au pays, bien sûr, après quelques années et après le génocide. Tu viens d'évoquer ces carnets dont tu parles aussi à propos du personnage dans La promesse faite à ma sœur. Alors, est-ce qu'on peut voir finalement, Joseph, ce premier roman, par ailleurs très réussi, mais finalement comme peut-être un livre, une sorte de passage obligé, j'ai envie de dire, pour finalement voilà, te débarrasser une fois pour toutes de toute cette histoire tragique du Rwanda, et puis pour pouvoir t'ouvrir finalement à d'autres horizons littéraires. Oui, on peut dire ça, mais c'est pas quelque chose de prémédité. Donc, ça m'est tombé dessus comme une évidence. Et je pense que tous les écrivains le diront, on n'écrit jamais à partir de rien, hein, souvent. On est souvent tous des menteurs, on dit oui, j'ai inventé tout ça de toutes pièces, mais souvent il y a une anecdote, il y a un point d'ancrage dont on part pour faire un texte, soit quelque chose de très personnel, soit quelque chose qui vous a été raconté par quelqu'un et qui vous a complètement voilà, et c'est jamais à partir d'un vide comme ça mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, dans tous les livres que j'écris, par exemple, il y a quelque chose avec l'enfance, avec la relation avec les grands-parents. Ça, c'est toujours quelque chose qui est présent dans les livres que j'écris. Et donc, ce livre, pour moi, c'est une évidence dans la mesure où je l'ai pas prémédité, donc ça m'est tombé dessus, donc je l'ai, et c'était intéressant pour moi de pouvoir effectivement parler de ce problème qui est survenu au Rwanda, ce drame, ce génocide contre les Tutsis en 1994, alors que je n'étais pas là, et essayer de passer par la fiction ce que je peux me permettre parce que je n'étais pas là. Parce que quelqu'un qui était sur place aura du mal à mettre dans la fiction, dans les livres, quand on parle de scolastique, quand des gens comme ça qui vivent les choses de l'intérieur, maintenant de Corneille et d'autres, plein de Rwandais, qui est de toute cette littérature post-génocide. Et c'est souvent des gens qui étaient sur place et qui racontent ce qu'ils ont vécu et comment ils ont vu les événements, etc. Moi, je pouvais me permettre un peu
de fiction. Bien sûr, il y a des parties qui me ressemblent, notamment la jeunesse, notamment l'enfance, parce qu'à l'époque, à bonne époque, tout le monde quasi naissait dans les mêmes conditions, grandissait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à la campagne. Il y avait très peu de villes, il y avait que 2-3 villes, si on peut appeler ça des villes, dans les années 60. Mais sinon, l'enfance était la même pour quasi tout le monde. Et puis, ce qui se passe après, c'est un mélange de fiction et de la réalité. Le livre qui a suivi le deuxième est antérieur, l'histoire est antérieure au génocide de 94. Donc ça m'a permis d'écrire quelque chose de beaucoup plus léger et qui se passe dans les années 70, fin 70-80, et qui est tout à fait une autre ambiance. Et par après, donc je me suis exilé sur d'autres continents, et puis j'écris aussi sur la Belgique, ce qui se passe à Bruxelles. Donc ça m'a permis de repartir de mon point de départ, de ma naissance, de ma colline, pour aller ailleurs. Quand on aborde une culture, on a quand même quelques préjugés. Et ces préjugés-là vont être confrontés à la réalité du terrain. Ça peut être violent, et parfois ça se passe bien. Mais de toute façon, il faut à un moment composer avec la réalité sur le terrain, et en même temps en restant soi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, comme chacun doit affronter cette nouvelle donne de façon personnelle, et c'est ce qui va se passer pour le jeune couple. Il y a aussi un rapport avec le français dont tu parlais, avec la musicalité du français que tu as voulu d'une certaine façon aussi maîtriser quand tu es arrivé en Belgique, par la lecture, par l'écriture, par cette rencontre dont tu as parlé tout à l'heure, cette volonté de faire tienne cette langue française pour sa musicalité dans l'écriture. Mais moi je pense que c'est le minimum chaque fois qu'on arrive dans un pays et qu'on est amené à y vivre, à vivre avec les gens de là-bas. Quand on en a le temps, en tout cas si on doit rester un tout petit peu, l'idéal c'est d'apprendre la langue. Et d'apprendre la langue, d'apprendre les codes. On peut pas les apprendre si on comprend pas la langue. Donc c'est toujours une grande richesse je me souviens de ma première expérience en Amérique latine où je suis parti. Je connaissais rien, je connaissais pas l'espagnol. Et j'étais vraiment malade d'entendre cette belle langue qui sonne et que je comprends pas du tout. Je comprenais à peine bonjour, etc. Mais j'assure qu'au bout de 3 semaines, je suis revenu, je savais m'exprimer. Ce qui est au fond, je pense que c'est la volonté qui compte quand on a envie d'apprendre de l'autre, d'apprendre la culture de l'autre. Il n'y a rien, les barrières ne sont pas infranchissables, quelles qu'elles soient. Le Musungu mangeur d'hommes, peut-être plus que dans le premier roman, au fil du texte, au fil du roman, on vire presque plutôt vers le conte. Ça, c'est important de le signaler, vers cette oralité qui fait, justement, qui est importante aussi pour toi dans les récits de l'Afrique. On vire tout doucement vers le conte, vers cet imaginaire un petit peu. Et ça, c'est vraiment dans la deuxième partie du roman que ça se développe. Et ça fait partie de mon univers, en fait. Même dans La promesse faite à ma sœur, il y a un moment où je fais intervenir les morts qui viennent causer avec les vivants. Et là, dans le deuxième livre aussi, et dans tout ce que j'écris, il y a généralement voilà, quelque chose de pas rationnel, où l'imaginaire déambule dans
dans un monde qui nous échappe et qui finalement probablement lui nous observe et que parfois je l'invite dans notre rationalité pour un tout petit peu venir chambouler nos certitudes et surtout les morts, nous dire qu'ils nous regardent de là où ils sont, quoi. Et chaque fois dans mes textes, je les fais intervenir. Ils sont partis dans des optiques différentes, dans des missions différentes. Donc lui, il n'a pas de travail et ça a été fait de façon délibérée parce que généralement, à l'époque, quand des couples venaient en mission en Afrique, c'est généralement le mari qui avait le boulot, qui avait la mission et la femme accompagnée. Et ce qui n'est plus le cas, bien sûr, aujourd'hui. Mais c'était pour expliquer que ce que je raconte dans cette histoire, c'était souvent l'inverse. Donc c'est la femme qui était à la maison, qui s'ennuyait, qui n'avait pas tandis que le médecin passait des journées entières à l'hôpital. Et ici, c'est le mari. C'est vrai que c'est le mari je voulais être un peu féministe, et dire quand même qu'on ne doit pas raconter toujours des histoires dans l'autre sens, et que c'est pas justifié que ça soit toujours de ce côté-là que ça doit se faire. Et effectivement, maintenant que tu le dis, je me rends compte que pour l'avoir relu en début de semaine, ce texte est plein et truffé de décalage finalement. Chaque fois, on est surpris par, on s'attend à quelque chose et puis voilà, l'histoire prend une autre tournure. Donc là, il y a un vrai travail aussi sur le déroulé de l'histoire, sur la trame. Oui, c'est littéraire. Hein. C'est pour ne pas tomber dans les évidences, comme l'histoire de Baptiste, qui a priori, on pense qu'il va tout accepter et ce fait que la société a ses règles et qui fait que ce n'est pas parce que c'est une blanche, en plus sa patronne, qui dit ça, qui veut ça, qu'il doit suivre. Et il arrive à dire, voilà, mais ma famille, ma culture ne veut pas ça, je peux pas le faire. Alors que ça semblait évident qu'il puisse dire, voilà, je peux aller en Europe, je peux... mais non, on lui dit non, tu es sa grand-mère, ou je ne sais plus qui lui dit, tu peux pas partir, et il respecte la tradition. Je me suis rendu compte au fil des ans et que... on peut faire un soin, c'est presque de l'hypnose à un enfant, en lui racontant une histoire et que finalement le soin se passe beaucoup mieux. C'est quelque chose que je pratique. Les enfants qui ont souvent peur des pansements, ils ont souvent peur et que souvent en racontant une histoire, les choses se passent très calmement. Et donc voilà, j'ai développé toute une série d'histoires et ces histoires-là, j'ai un projet de faire des albums pour la jeunesse dont le premier bouquin va certainement être publié ici dans l'année qui commence. Voilà, et chaque livre, ça va parler d'un problème ou en tout cas approcher un sujet du milieu médical à l'intérieur d'une histoire singulière d'un enfant pour que les autres enfants puissent s'identifier à cet enfant et s'approprier cette histoire. Et donc, c'est des livres, j'essaie de les écrire de façon à ce que on puisse les raconter aux enfants, mais avant d'aller dormir, pour dédramatiser les maladies et des situations difficiles. Et voilà. Le projet de travailler aussi avec un illustrateur. Voilà, parce que je sais pas dessiner, donc mais c'est les éditeurs généralement qui choisissent des illustrateurs, parce que moi je n'en connais pas personnellement. Et voilà, donc c'est un des projets qui est sur le feu et le premier texte est terminé. Maintenant, il faut le proposer aux éditeurs. Puis dès 77, le CEC
dans cet objectif de travail sur les stéréotypes, les clichés, la déconstruction des stéréotypes, les clichés sur les populations d'origine africaine et sur l'Afrique, a mis en place, entre autres projets d'exposition, etc., a mis en place une bibliothèque de littérature africaine, tout à fait spécialisée, Afrique et Caraïbes. En 40 ans, aujourd'hui, cette bibliothèque a à peu près 5000 titres et c'est associé avec le fonds de la Maison de la Francité et c'est devenu l'espace Césaire. De lire La promesse faite à ma sœur, qui est un roman très sensible. Je n'ai pas découvert le deuxième roman. Je vais m'empresser de le découvrir. Mais je suis intrigué par le titre. Donc j'ai découvert Muzungu, ça veut dire l'homme blanc, mangeur d'hommes. Alors peut-être que l'expliquer, c'est dévoiler la fin, et je comprendrais que vous ne répondiez pas. Non. Mais pourquoi cette juxtaposition Muzungu, mangeur d'hommes? C'est une bonne question. Merci Michel Torrekens, qui est en même temps un journaliste, mais un excellent écrivain. Voilà. Non, le titre, en fait, l'idée, c'est que souvent, le préjugé, en tout cas, qui prévaut en Occident, c'est souvent les Noirs, les Africains qui mangent les autres, ou des cannibales. Mais il se fait que ça, c'est vraiment c'est une anecdote, mais qui n'en est pas une. C'est que quand j'étais petit, il y a eu un agronome suisse qui est venu travailler dans un projet, dans un projet de la paroisse protestante où je vivais, à côté de chez moi. C'était un monsieur barbu, avec une barbe jusque-là, avec des cheveux en bataille. Et ce monsieur-là, il se fait que le soir, après le travail, surtout les vendredis, il partait la nuit, après le boulot, tard, la nuit tombe vite en Afrique. Et il partait. Et tout le monde se demandait où il allait le vendredi tard, la nuit. Et les gens se posaient, ils s'imaginaient. Alors ce gars-là, on avait la trouille parce qu'on se disait qu'il mangeait les gens. Je ne sais pas d'où est venue l'histoire, mais on avait peur de croiser sa voiture dès qu'on voyait, parce qu'on connaissait sa voiture, on se cachait pour qu'il ne nous voit pas dans les phares, parce qu'on se disait qu'il avait la réputation de manger les gens. Voilà, c'est né de là, mais en fait, il semblerait qu'il avait une petite copine au bord du lac et que le vendredi soir, après le boulot, il allait passer le week-end là-bas et qui n'était pas du tout mangeur d'hommes, mais pour les gens, il avait un look avec cette barbe qui lui mangeait tout le visage et ses cheveux, et il était toujours un peu crado dans son jeans avec lequel il travaillait dans les champs, etc. Et ce mec-là, il foutait la trouille à tout le monde, donc dès que... Voilà.